Amis, prenez place et installez-vous confortablement. Chapitre 1er. Julia Kristeva. Abjection, incarnation et frontières. L'objectif de ce chapitre est d'explorer comment l'approche de Julia Kristeva concernant l'incarnation et le travail sur les limites permet de mieux comprendre comment la vulnérabilité, le dégoût, l'horreur et l'incertitude façonnent les pratiques de soins et de santé. L'œuvre de Kristeva est fondée sur les théories et les concepts psychoanalytiques lacaniens ainsi que sur des approches issues des études sociales et littéraires. Dans le cas de ce chapitre, l'accent est mis sur sa théorisation du mécanisme de défense psychologique de l'abjection, une réponse à l'abject où l'identité, l'ordre ou le système sont jetés dans le désarroi. L'abject qui nous intéresse ici est le corps abject, mais l'abject peut être aussi des situations et des activités sociales polluantes, des trahisons de ce qui est considéré comme juste, et des positions sociales considérées comme souillées, stigmatisées ou associées à ce qui déstabilise notre sentiment de certitude. Une telle analyse offre la possibilité d'exprimer à la fois la signification et l'incompréhensibilité des corps qui fuient, le chaos de la maladie et leur monstruosité. Une analyse de l'abjection permet de situer une grande partie de ce qui est considéré comme déplacé dans les soins de santé. Comme c'est le cas, l'auteur s'appuie sur des exemples de pratiques liées à la santé pour montrer la pertinence de la défense émotionnelle de l'abjection pour expliquer l'absence de limites, la souillure des subjectivités et ce qui se passe lorsque diverses tentatives de retrouver des limites et des certitudes sont mobilisées. La première section explore en détail le développement par Kristeva des idées d'abjection et la manière dont elles s'intègrent aux théories psychoanalytiques de la défense du moi et de l'incarnation. La description de l'abject, de l'abjection et des pouvoirs de l'horreur permettra d'explorer le fonctionnement de ces termes et la vision possible de la santé et de la maladie à travers le prisme de Kristeva. En se concentrant sur le concept de l'abjection et du corps abject, une telle analyse reconnaît ce qui est à la fois inconnu et connu, ce qui est ambigu et incertain, et ce qui n'est pas à sa place. En explorant ce qui est étrange et en dehors des normes sociétales, l'auteur propose dans la section suivante des analyses de l'incarnation en utilisant cette lentille pour ouvrir les possibilités qu'une telle approche rend possible. L'accent sera mis sur ce qui ressort des rencontres avec le travail de frontière accompli par les patients, les travailleurs de la santé et les chercheurs utilisant une telle approche. La dernière section explore les points de vue alternatifs et la contestation du travail de Kristeva sur l'abjection, les critiques de son approche, ainsi qu'une estimation de la façon dont ce travail commence à ouvrir une éthique radicale des soins lorsqu'ils sont positionnés relationnellement dans l'entre-deux et attentifs aux ambiguïtés et aux déstabilisations qui émergent dans le processus de traitement. En adoptant la position proposée par Kristeva sur la position de l'abject, les travailleurs de la santé peuvent repenser les significations culturelles et sociales de l'incarnation dans la santé et la maladie, ainsi que les horreurs et les fascinations qui l'accompagnent, afin de reconnaître tout en les défigurant sans effet profond. L'abjection, l'incarnation et le soi. Ce n'est donc pas le manque de propreté ou de santé qui provoque l'abjection, mais ce qui perturbe l'identité, le système, l'ordre. Ceux qui ne respectent pas les frontières, les positions, les règles. L'entre-deux, l'ambigu, le composite. De Kristeva en 1982. Dans ces phrases très citées des pouvoirs de l'horreur, Kristeva pose le cadre avec lequel il faut penser la défense émotionnelle de l'abjection, ses sources et ses conséquences sociales. Elle fonde son analyse du pouvoir de l'horreur sur son sentiment quotidien de répugnance et d'horreur viscérale lorsqu'elle rencontre la pellicule de peau sur le dessus d'un café au lait. L'abjection est une réponse à cette horreur,
car elle recule devant l'ingestion de la peau et sa sensation dans la bouche. Les frontières de l'intérieur de l'extérieur, les émotions et le soi sont donc des concepts fondamentaux pour comprendre cet état émotionnel et ce qu'il signale. L'argument de Kristeva est que cette émotion est aussi un mécanisme de défense contre ces horreurs et qu'elle est fondatrice, agissant comme une amorce pour d'autres états émotionnels et défense dans la structure de la société et de la psyché. Mais en même temps, l'abject est contaminé par le fait que sa présence a le potentiel de défier ce qui est considéré comme sacré. Tout ce qui doit être réprimé pour que nous puissions vivre. Une blessure avec du sang et du pu, où l'odeur âcre et malsaine de la sueur, de la décomposition, ne signifie pas la mort. En présence d'une mort signifiée, un encéphalographe plat, par exemple, réagirait, comprendrait et accepterait. Non, comme dans un vrai théâtre, sans maquillage ni masque, les déchets et les cadavres ne montrent que ce qu'ils rejettent en permanence pour vivre. Ces fluides corporels, cette souillure, cette merde, sont ce que la vie supporte difficilement du côté de la mort. Là, le « je » est à la frontière de sa condition d'être vivant. Les théories psychanalytiques de Kristeva sont basées sur la construction de Freud et plus tard de Lacan, du développement de l'enfant et des structures de la psyché apportées par le développement psychosexuel de l'enfant. Et dans la dernière formulation de Lacan, l'acquisition du langage par l'enfant. La manière dont Kristeva se distingue de ces théoriciens de la psychanalyse est importante ici. Alors que les idées de Freud ont fourni des idées aux théoriciens critiques et aux féministes en offrant une forme de compréhension de l'inconscient et de la formation du « moi », Freud et Lacan restent tous deux captifs du pouvoir de l'hégémonie masculine. Dans Les pouvoirs de l'horreur, en 1982, Kristeva apporte sa compréhension du langage et de l'acquisition du langage, ainsi que sa formation de psychoanalyste lacanienne au mythe oedipien que Freud a utilisé pour expliquer notre différenciation en tant que corps sexué, les structures psychiques et les défenses émanant de la séparation de l'enfant et de sa civilisation par la mère, ainsi que l'émergence de l'enfant dans le monde du langage. Elle plaide pour une approche qui met l'accent sur la primauté du rejet de la mère comme élément crucial pour comprendre comment les émotions, les pulsions et le désir obligeant à la séparation et attirent l'enfant vers le langage par son amour de l'idéal paternel, plutôt que par la loi et le pouvoir paternel disciplinaire qui régissent le développement psychosexuel ultérieur. De manière à présenter à l'enfant une troisième voie fondée entre le pouvoir et sa négation dans la fonction maternelle. Étude menée par Kristeva en 1987. Bien que formé dans la négation de la fonction maternelle et à travers l'abjection du corps maternel, Kristeva présente néanmoins aussi une vision du développement du soi et de sa relation à l'autre, qui précède la formation de la subjectivité dans le langage et la puissance paternelle. Ainsi, la séparation fondatrice de l'enfant a lieu dans l'ambivalence, aux frontières de la compréhension linguistique ou du symbolique, tandis que la présence et le pouvoir d'horreur de l'abjection attendent entre les deux et en dehors des structures psychiques, telles que l'ego ou le surmoi, développées dans les luttes ultérieures pour devenir un soi. En outre, dans le cadre de ce processus, divers produits du corps sont reconnus comme non-moi ou autres, et leur potentiel de souillure du moi est reconnu. Alors que Mary Douglas, en 1966, que Kristeva utilise pour analyser comment les produits et les processus corporels en viennent à être considérés comme polluants, ou comme de la matière déplacée, considère que toute matière de ce type est polluante et doit donc être ordonnée pour réduire son danger. Étude menée par Kristeva en 1982. Celle-ci classe les produits souillés en différentes catégories
selon que ces substances sont des dangers ou des menaces externes pour le moi ou des menaces internes pour l'identité. Les excréments et leurs équivalents, comme la pourriture, les infections, la maladie, les cadavres, etc., représentent le danger pour l'identité qui vient de l'extérieur. L'ego menacé par le non-ego, la société menacée par son extérieur, la vie par la mort. Le sang menstruel, au contraire, représente le danger émanant de l'intérieur de l'identité sociale ou sexuelle. Il menace les relations entre les sexes avec un agrégat social et, par intériorisation, l'identité de chaque sexe face à la différence sexuelle. Étude menée par Kristeva en 1982. Dans une telle construction, Kristeva montre que les dangers et les menaces que représentent pour le soi la matière déplacée ou les échecs potentiels à maintenir la pureté du corps et du soi sont reportés sur la psyché et le corps par le biais de la civilisation sous l'autorité de la fonction maternelle qui est la gardienne du corps propre et approprié du soi. Le processus de tutelle et de civilisation de l'enfant confirme l'ambivalence envers le rôle maternel abject remplacé par le père imaginaire aimant. Étude menée par Kristeva en 1995 et 2009. De plus, cette cartographie de ce qui est exclu et inclus est affective et présymbolique. Située dans le domaine de la signification sémiotique, présente dans les pulsions et le corps plutôt que dans la logique linguistique de la loi paternelle, même si l'abject définit ce qui est propre et correct. Pour reconnaître comment cette activité primitive opère pour développer un sens du soi, séparé de la mère et de l'abject, il faut distinguer entre la sémiotique, qui consiste en une signification pulsionnelle et affective organisée selon des processus primaires, dont les aspects sensoriels sont souvent non-verbaux, comme le son et la mélodie, le rythme, la couleur, les odeurs, etc. D'une part, et la signification linguistique qui se manifeste dans les signes linguistiques et leur organisation logico-syntaxique d'autre part. Étude menée par encore Kristeva en 1995. L'image que l'on obtient de la place de la défense et de la positionnalité de l'abjection est celle où la socialisation de l'enfant se développe d'abord à partir du rejet de la mère, civilisatrice et abjecte, puis de l'acceptation comme sociale, par la figure du père imaginaire aimant, jusqu'à l'acquisition complète du langage proprement dit, séparé du maternel avec un sens de l'identité sociale civilisée et appropriée. Toutefois, il ne s'agit pas d'un processus simple ou achevé. Non seulement les matières rejetées varient quant à leur effet, sont sous contrôle volontaire ou non, restent attachées ou dissociées du corps, mais ces associations et significations ne sont pas toujours accessibles à l'esprit conscient. Étude menée par Kristeva en 1995, 2009 et McAfee en 2004. En d'autres termes, bien que cette matière puisse quitter le corps et être rejetée, ces rejets n'obtiennent pas toujours le statut d'objet. Ils restent dans l'inconscient, leur menace se manifeste dans les niveaux sémiotiques et affectifs du langage et de la signification. Par conséquent, ce qui est rejeté est manifeste, concret, un produit physique du sujet, excréments, sécrétions, etc., et imaginaire, symbolique, existant métaphoriquement et même métonymiquement. En raison du processus cognitif en cours dans lequel l'abject évoque la saleté et est associé affectivement à la pollution du corps et de l'esprit. De plus, la cartographie de ce qui est approprié et inapproprié, propre et impur, possible et impossible, est accomplie par le travail et l'autorité de la fonction maternelle. Étude menée par Kristeva en 1982. Par conséquent, la fonction maternelle est associée pour toujours à la civilisation du corps infantile, comme l'abjection place cette fonction hors du contrôle de l'ordre symbolique, même si cette fonction paternelle positionne le maternel comme un manque. Paradoxalement, cette exclusion constitue le fondement du pouvoir maternel, un pouvoir qui dégoûte et qui plaît à la fois.
C'est cette dualité de l'abject qui explique pourquoi les subjectivités qui sont abjectes, comme les femmes en tant que mères, ne parviennent pas à être représentées ou contrôlées de manière adéquate par l'ordre symbolique du langage. L'abject reste en dehors du contrôle total du pouvoir patriarcal, même si l'abjection limite et exclut le corps et certains de ses produits, son besoin de civilisation et son pouvoir d'horrifier demeurent. Conclusion, le travail psychoanalytique proposé par Kristeva donne un aperçu de la manière dont le corps, les émotions et les structures sociales sont mutuellement impliqués dans la préservation des visions du social qui nient la matière dont les effets structurels entrent dans nos corps et les façonnent. Le corps abject et l'abjection conduisent l'analyste dans des lieux où ce qui divise et exclut est toujours en attente dans la manière dont les corps, diversement sexués, genrés, classés et racialisés, sont formés et reproduits dès le plus jeune âge. Par exemple, d'un point de vue psychoanalytique, la peau est une tapisserie incarnée qui symbolise de manière socioculturelle nos positions légitimes et non légitimes en tant qu'abject lorsque sa sécurité en tant que frontière est perdue. L'abjection et son exploration théorique permettent de comprendre ce qui est en jeu lorsque nous nous concentrons sur la peau en tant que couverture métaphorique, et lorsqu'elle signale la séparation plutôt que la connexion avec les autres. De plus, en explorant l'endroit où la civilisation des nourrissons situe et cache le pouvoir maternel, nous entrevoyons un endroit en dehors de la légitimation symbolique, qui peut se traduire par la façon dont la peau, les orifices et les significations symboliques peuvent être reconfigurés comme émotionnellement centraux. La figuration de la peau comme complète affecte notre position en tant qu'individu, tout comme le passage de son recouvrement et notre intériorité de molécules et de gènes a entraîné une intensification de ce que la peau véhicule comme signe de formation fragmentaire et contradictoire du sujet. L'incarnation de la subjectivité, que ce soit dans le domaine de la santé ou de la maladie, doivent être analysées par des chercheurs désireux de découvrir le travail des patients, des consommateurs, de leur soutien ou du personnel du santé. L'émotivité intégrée dans les expériences d'incarnation exige que nous prenions au sérieux la manière dont les menaces pour le soi, l'identité et la politique de la santé sont mutuellement impliquées dans les problèmes qui gagnent du terrain dans la sociologie de la santé et de la maladie. Dans ce cas, l'exploration de l'émotion de l'abjection, en tant que défense et position discursive, offre une vue de ce qui est balayé lorsque nous ne recherchons pas l'émotivité de l'expérience de la maladie. Que nous nions la centralité de l'incarnation et le positionnement abject de la science médicale contemporaine, qui nie la mort et l'âge. Le pouvoir de l'analyse de ce qui horrifie réside dans la mise au jour de pratiques d'exclusion telles que le racisme ou l'agisme. Les effets bien ancrés de la stigmatisation dans les maladies chroniques comme le cancer ou les soins palliatifs, les maladies mentales ou l'obésité, et l'invisibilité permanente des traumatismes et de leurs effets sur les professionnels de la santé qui travaillent dans ces lieux. Une telle approche peut contribuer à rendre compte de l'inexplicable, de l'étrange, du refoulé dans les corps, les identités et les frontières. Le prochain chapitre, Magali Sarfati-Larsson et Anne Witz, projet professionnel, classe et genre. Pour résumer brièvement, ces travaux théoriques fondamentaux de Larsson et Witz ont eu un impact profond sur le domaine des professions et plus largement sur le genre et le travail. Tous deux établissent un lien entre les efforts et les stratégies de professionnalisation entrepris par les acteurs professionnels et la structure plus large de la société. Cela permet d'aborder l'interaction permanente entre l'agence des acteurs professionnels et la structure ou le contexte de la société dans lequel leur effort s'inscrit. La forme des stratégies entreprises par le groupe professionnalisant
en particulier celle qui vise un état en évolution, est un lien conceptuel essentiel entre les deux. Le déballage explicite du rôle de l'État dans les projets professionnels et le remodelage de la division du travail dans le domaine de la santé méritent un examen continu. Bien qu'il ne semble pas très à la mode aujourd'hui d'entreprendre une analyse des projets professionnels, la raison en est peut-être l'hypothèse erronée qu'il y a un point final à l'analyse, c'est-à-dire que la réalisation de la professionnalisation est la fin de l'histoire. Mais les contributions de Larson-Evitz, si elles ne sont pas explicites, suggèrent au moins implicitement que les dynamiques évidentes dans les projets professionnels se poursuivent au-delà de ce qui pourrait être considéré comme ce point final typique. La hiérarchie de classe et de genre de la division du travail dans les soins de santé est continuellement remaniée en réponse à une série de pressions internes et externes. De nouvelles professions telles que les gestionnaires de cas, les doulas et les consultantes en lactation sont apparues, et les projets professionnels des professions plus établies évoluent. Les quelques analyses contemporaines qui s'appuient sur leurs concepts théoriques suggèrent qu'elles continuent de révéler des dynamiques similaires d'agence, de structure et de stratégie. Des explorations plus poussées qui s'appuient sur le concept de projet professionnel et l'élargissement restent fructueuses. Le prochain chapitre. Raewyn Connell. Hégémonique masculinité, genre et santé masculine. Pour résumer ce chapitre, d'aucuns ont affirmé que le concept de masculinité hégémonique a été exagérément mis en avant par ceux qui utilisent les travaux de Connell et que le concept est parfois mal compris. Étant reproduit sans problème et inévitablement, bien qu'il ait développé pour critiquer les comptes rendus essentialistes ou déterministes du genre. Plus précisément, le concept est souvent présenté comme flottant, plutôt que d'être situé relationnellement au sommet d'une hiérarchie de masculinité spécifique, y compris celles qui sont complices, subordonnées et marginalisées. Étude menée par Wakewood en 2009. Les batailles antérieures entre positivistes et marxistes ont été éclipsées par des distinctions plus subtiles entre ceux qui ont adopté le conte structuraliste de la masculinité de Connell et les contes post-structuralistes qui préconisent une plus grande attention aux travaux du théoricien social français Michel Foucault. Crashaw en 2007 et 2009 et Peterson en 2003 ont affirmé que la recherche sur la santé des hommes manque toujours d'une compréhension critique des relations complexes entre les hommes, leur santé et les facteurs sociaux, politiques et économiques plus larges. Dans le même ordre d'idées, Peterson, en 2003, a préconisé un projet historique déconstructionniste soulignant la nécessité de remettre en question les binaires de sexe et de genre qui reproduisent sans critique les catégories d'hommes et de femmes. En outre, une grande partie du travail effectué à la suite de Connell est tombé dans le piège de la compilation de ce qui est considéré comme les qualités caractéristiques de la masculinité hégémonique et de leur comparaison avec les qualités féminines épousées. De cette façon, bien que la théorie des relations entre les sexes ait été développée pour s'éloigner des comptes rendus essentialistes de la masculinité, la recherche s'appuyant sur la notion de masculinité hégémonique se réfère toujours à la masculinité comme si elle avait une essence définissable et distinctive. Tant que telle, cette approche de la recherche continue de reproduire sans critique les binaires des Lumières, au lieu d'examiner, par exemple, les similitudes entre les hommes et les femmes, étude menée par Peterson en 2009. De tels travaux ne parviennent pas à saisir les aspects contradictoires, temporels et fluides de la masculinité que les travaux de Connell cherchaient, à l'origine, à mettre en évidence. Mais boucle la boucle en reproduisant des contes de masculinité de type très similaires à ceux associés aux théories des rôles sexuels.
Une partie de la littérature secondaire tend également à présenter la masculinité hégémonique comme essentiellement hétérosexuelle, violente et même criminelle. Elle est toujours considérée comme ayant une orientation négative. Elle est également considérée comme unifiée et cohérente, étude menée par Demetriou en 2001. Sloan et al. En 2010 montre que les hommes adoptant des comportements sains, comme boire moins, s'appuient également sur des éléments discursifs de la masculinité hégémonique. Ce qui suggère que ces effets sur les pratiques de santé sont divers et complexes. Par exemple, choisir d'avoir un corps sain implique de se positionner comme rationnel et autonome, qui sont des traits souvent identifiés à la masculinité hégémonique, laquelle, comme nous l'avons vu plus haut, est rarement considérée comme quelque chose qui a des impacts contradictoires et complexes sur les comportements de santé. Connell a reconnu la nécessité de reformuler et d'étendre le concept de masculinité hégémonique. En collaboration avec James Messerschmitt, qui a beaucoup travaillé sur ce concept dans le cadre de recherches sur la délinquance et la criminalité, les auteurs proposent de reformuler le concept de masculinité hégémonique dans 4 domaines. Un modèle plus complexe de la hiérarchie des sexes, mettant l'accent sur l'action des femmes, une reconnaissance explicite de la géographie des masculinités, soulignant l'interaction entre les niveaux local, régional et mondial. Un traitement plus spécifique de l'incarnation dans des contextes de privilège et de pouvoir, et un accent plus marqué sur la dynamique de la masculinité hégémonique, reconnaissant les contradictions internes et les possibilités de mouvement vers la démocratie de genre. Étude qui a été menée en 2005. Un compte-rendu plus sophistiqué de la variabilité et de la complexité de la masculinité nécessitera, sans aucun doute, une appréciation globale des relations de genre qui conteste l'hégémonie intellectuelle du Nord global. L'ouvrage le plus récent de Connell, capturé dans Southern Theory en 2007, reconnaît ce défi. Le prochain chapitre, Donna Haraway, le cyborg numérique, assemblage des nouvelles technologies numériques de la santé. Pour résumer ce chapitre, l'auteur a soutenu dans ce chapitre que la théorie cyborg de Haraway offre une perspective unique et intrigante qui peut être employée pour analyser les significations sociales et culturelles des technologies numériques contemporaines de la santé, ou ce que l'auteur a appelé l'assemblage cyborg numérique. Son approche du corps cyborg offre un moyen de reconnaître les potentialités de ces nouvelles technologies, mais aussi leurs limites et d'exprimer une ambivalence à leur égard, sans ressentir le besoin de se complaire dans la technophobie et la technophilie, elle-même le type de dualisme contre lequel Haraway met en garde. Compte tenu de l'évolution actuelle de la médecine et de la santé publique vers la numérisation du corps dans le cadre de la configuration du citoyen laïque responsable, étude menée par Lupton en 2013, il est important que les sociologues continuent à remettre en question les discours qui privilégient certains types d'assemblage corporel. Alors que l'assemblage cyborg numérisé est intrinsèquement conservateur, recherchant les idéaux de plénitude, de pureté et d'autoresponsabilité épousés par la médecine et la santé publique. Le cyborg métaphorique, tel qu'articulé dans le travail de Haraway, continue d'offrir un moyen de perturber cet idéal. Le cyborg a 2 facettes de Haraway. Le cyborg, littéralement, et le cyborg métaphorique, nous permet de reconnaître le potentiel de l'assemblage de cyborgs numériques pour améliorer le bien-être humain, la santé et les soins médicaux, tout en maintenant une distance critique. La figure du cyborg numérique permet d'identifier les façons dont certains groupes sociaux ou individus peuvent être contraints, stigmatisés ou privés de leurs droits par ces technologies, et comment la rhétorique et la pratique de la santé numérique servent des intérêts puissants. La figure de l'assemblage de cyborgs numériques, telle qu'elle est défendue dans les discours sur la santé numérique,
peut être remise en question par le cyborg perturbateur fictif de Haraway à des fins politiques. L'esprit de ce dernier cyborg, qui remet en question les hypothèses et les vérités technoscientifiques et techno-utopiques acceptées, se concentre sur le fonctionnement du pouvoir et de l'agence et provoque l'ambivalence et la contestation. Se conforme étroitement au projet d'une sociologie critique de la santé et de la médecine. Comme l'auteur l'a observé plus haut dans ce chapitre, les discours sur le patient engagé numériquement suggèrent que ceux qui acceptent les impératifs de l'engagement numérique dans le cadre du projet de bonne santé sont des citoyens idéaux et responsables. Les personnes qui ne se conforment pas à ces attentes ont tendance à être marquées comme manquant de connaissances ou de capacité à s'engager dans l'autogestion et l'amélioration de soi, ou comme n'étant tout simplement pas assez bien incitées ou activées, d'après une étude de Lupton en 2013. Ces hypothèses sont invariablement construites à l'aide de catégories. Les technophobes, ceux qui se trouvent du mauvais côté de la fracture numérique, les ignorants, ceux qui sont trop vieux, trop peu éduqués ou qui n'ont pas les compétences linguistiques nécessaires pour maîtriser ou tenter d'utiliser les nouvelles technologies numériques. Ce sont ces aspects matériels et divers de l'incarnation et les inégalités sociales et économiques qu'ils perturbent, qu'ils perpétuent et auxquels ils participent, que la théorie cyborg de Haraway est bien placée pour questionner et critiquer. Le prochain chapitre, Mike Bury, perturbations biographiques et les maladies de longue durée et autres de santé. Pour résumer son chapitre, lorsque l'auteur a parlé à Mike Bury, celui-ci leur a répondu qu'il n'aurait jamais pu prédire au début des années 1980 que son article sur la perturbation biographique dans les maladies chroniques serait une contribution aussi citée à la sociologie médicale. Mais qu'il ait été bien sûr très heureux que cette idée ait pu être utile à d'autres chercheurs. Donc, voici. L'idée qu'un diagnostic de maladie chronique perturbe la structure de la vie quotidienne est apparue à Mike Bury lors de son travail de terrain de la fin des années 1970, avec des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Son analyse attire l'attention sur la façon dont la maladie interrompt les attentes et les projets d'avenir des individus, ce qui exige de repenser fondamentalement la biographie et le concept de soi de la personne. Toujours attentif aux effets des circonstances socio-économiques, Bury explore comment les gens peuvent s'engager dans un processus de mobilisation de leurs ressources pour normaliser face à la perturbation. Nous présentons ci-dessous un résumé de cette première élaboration du concept. Dans le contexte d'autres travaux contemporains qui tendent vers les idées similaires sur l'impact de la maladie chronique, notamment Strauss et Glasser sur la maladie chronique en 1975, ainsi que Anthony Giddens sur les situations critiques en 1979 et Cathy Charmaz en 1983 sur la perte de soi. Le concept de perturbation biographique s'est avéré durable et continue d'inspirer et de défier. Nous examinons son héritage de 4 manières. Premièrement, comment Bury lui-même a développé et affiné son travail original, comment d'autres théoriciens ont appliqué et adapté le concept dans le domaine des maladies chroniques, y compris la reconnaissance du fait que la perturbation biographique peut parfois être à l'origine de la maladie chronique. Troisièmement, les défis posés à l'hypothèse de la perturbation biographique, y compris les notions de flux, de continuité et de renforcement biographique, les récits d'insouciance et la suggestion que les identités perturbées et normales peuvent coexister. Et enfin, quatrième point, l'extension de la perturbation biographique à un plus grand nombre d'états et de sujets, y compris les états aigus ou auto-limités, les maladies terminales et le cancer, ainsi que les expériences de membres de la famille.
Le chapitre suivant. Brian S. Turner. Intégrer le corps et la citoyenneté dans le débat sur le handicap. Le handicap est de plus en plus reconnu comme une condition humaine universelle ayant d'énormes conséquences sociales et économiques. L'Organisation mondiale de la santé et de la Banque mondiale, en 2011, estime que 15% de la population mondiale, soit plus d'1 milliard de personnes, vivent avec une forme de handicap. Les notions ont répondu à ce problème par des lois sur le handicap, en fournissant des services de santé et de bien-être aux personnes handicapées et en garantissant leurs droits. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées déclare en 2007 et signée par 155 pays en 2013 et la Convention de l'Union européenne relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2008 sont emblématiques de ces efforts au niveau international. Ensemble, ces traités s'engagent à réduire la discrimination et à fournir aux personnes handicapées des protections et des services conçus pour faciliter leur pleine participation à la société. L'auteur s'appuie sur les travaux théoriques de Brian Turner sur le corps et la citoyenneté pour éclairer notre compréhension de l'expérience du handicap, de la manière dont les individus donnent un sens au handicap et y répondent, et de la place des personnes handicapées dans la société. L'auteur montre comment Turner s'est appuyé sur les travaux des théoriciens précédents pour aborder notre appréciation évolutive du corps dans la société et la notion changeante de citoyenneté dans un monde multiculturel et global. L'auteur applique ensuite ses idées à l'étude du handicap du point de vue de la sociologie du handicap, des études sur le handicap et des sciences de la réadaptation. En ce qui concerne la sociologie du corps, Turner s'appuie sur les travaux de Descartes, Foucault et d'autres auteurs pour considérer le corps comme une méthode de classification, le corps comme métaphore, les parties du corps comme symbole, le corps comme pouvoir, sexe et différence. Le remodelage technologique du corps, l'expérience corporelle et le soi, le contrôle et le gouvernement du corps, le corps et la vulnérabilité. L'auteur démontre comment ces idées se rapportent à l'étude du handicap en examinant comment les personnes handicapées sont catégorisées, étiquetées, font l'expérience du handicap et sont traitées comme des objets réels et symboliques par les communautés et l'État dans des considérations de bien-être social et de détermination de la valeur humaine. Ensuite, sur la base de l'analyse de Turner sur la citoyenneté, les droits de l'homme et la vulnérabilité, l'auteur explore ce que la citoyenneté signifie pour les personnes handicapées en termes de statut juridique, de droits de l'homme, de participation à la société et de sentiment d'appartenance. Prochain paragraphe. Handicap, corps, citoyenneté et droits de l'homme. Le handicap est à la fois une partie intime de l'expérience humaine et une force démographique et politique majeure dans le monde. Compte tenu de l'augmentation mondiale de l'obésité, des maladies chroniques et de l'allongement de la durée de vie, la plupart des gens seront confrontés au handicap à un moment ou un autre de leur vie. Étude menée par l'OMS et Banque mondiale en 2011. D'après le rapport mondial sur le handicap, en 2011, basé sur une analyse d'ensemble de données représentatives de plus de 100 pays représentant tous les niveaux de développement économique, nous savons que la prévalence mondiale du handicap est plus élevée que ce qui avait été estimé précédemment, que le nombre de personnes handicapées augmente, que chaque nation compte des personnes handicapées, que l'expérience du handicap est diverse et varie en fonction de l'interaction entre le type de problème de santé, des facteurs personnels et l'environnement, et que le handicap touche de manière disproportionnée les populations vulnérables. Les personnes qui sont pauvres, de sexe féminin, âgées, qui vivent dans des environnements à risque et qui ont un accès limité au système de santé et de protection sociale sont plus susceptibles d'être handicapées. Sur le plan personnel, les personnes handicapées se sentent souvent vulnérables, ressentent de la douleur, sont victimes de stigmatisation et de discrimination, sont isolées en raison des obstacles physiques et sociaux à la mobilité et ont des difficultés à accéder à des programmes de soins de santé et d'aide sociale appropriés, d'après une étude d'Albrecht II
et Dave Lieger en 1999. En appliquant les contributions de Turner à l'étude et à la compréhension du handicap, il est important de faire la distinction entre la sociologie du handicap et les études sur le handicap et les sciences de la réadaptation, d'après une étude d'Albrecht en 2010. La sociologie du handicap se concentre sur les causes sociales, les expériences et les conséquences du handicap physique et mental. Ce domaine a été revigoré par les efforts de chercheurs en sciences sociales, souvent eux-mêmes handicapés, qui ont commencé à plaider pour une recherche-action participative dans laquelle des personnes handicapées seraient incluses dans la conception, l'exécution et le compte-rendu de la recherche sur le handicap. L'approche générale était axée sur la recherche et utilisait des méthodes épidémiologiques, quantitatives, qualitatives, des études de cas et des méthodes narratives. Les études sur le handicap sont un domaine interdisciplinaire né des efforts de spécialistes des sciences sociales, de chercheurs en art et en sciences humaines, de militants du handicap et d'experts du mouvement social pour créer une discipline axée sur la compréhension du handicap dans un contexte historique et culturel, et mettant l'accent sur le point de vue personnel des personnes handicapées, le militantisme et la défense des intérêts politiques. Les sciences de la réadaptation sont une agglomération de disciplines liées à la santé qui utilisent des mesures différentes mais interdépendantes de la fonction physique et sociale, de l'état de santé, du statut social, psychologique et professionnel, pour concevoir des interventions visant à aider les personnes handicapées à retrouver le plus haut niveau possible d'indépendance et de participation à la société, d'après une étude de Seymour en 1998. Les interventions utilisées sont généralement fondées sur des conceptions médicales, biologiques, génétiques et biotechniques de la maladie, de la déficience et du handicap. Le travail de Turner apporte des contributions à chacune de ces différentes approches de la compréhension du handicap. Bien, j'espère que vous avez apprécié notre échange de ce jour. Je vous donne le au revoir, en espérant échanger avec vous de nouveau.